Merci de nous suivre, bienvenue dans le Pour Info, l'heure consacrée à l'analyse, au décryptage, à l'explication d'un fait d'actualité, d'un phénomène de société. Ce jeudi, on parle de politique fédérale. L'informateur Paul Magnette doit rendre un rapport, faire une conférence de presse tout à l'heure à 11h. On en saura donc un peu plus sur le début de sa mission. Nous verrons avec deux experts si cette mission est vouée à réussir ou est vouée déjà à l'échec. On s'intéressera au dernier développement de l'actualité, le schisme qui se prépare au sein de l'OpenVLD, le Maxime Prévost qui déclare que le CDH pourrait soutenir une majorité depuis les bancs du Parlement. On en parle avec nos deux invités. En deuxième partie d'émission, on va aller encore un petit peu plus loin dans le débat en se demandant si on est arrivé à la fin du modèle fédéral en Belgique. L'impasse dans laquelle on semble se trouver au niveau politique justifierait-elle de passer un cran plus loin vers le confédéralisme? Nous en parlerons avec nos experts dans un instant, juste après les titres de l'actualité. Et les titres principaux de l'actualité de ce jeudi, c'est tout d'abord Paul Magnette qui continue donc son travail d'informateur. Il a commencé à rencontrer les différents acteurs impliqués dans la formation d'un gouvernement. Un point presse est prévu tout à l'heure à 11h. Le collectif belge Extinction Rébellion va déposer une action civile contre la ville de Bruxelles. Les manifestants considèrent que la réaction policière lors de la manifestation du 12 octobre était disproportionnée. Et au Chili, le mouvement de contestation ne faiblit pas, il s'élargit même, il s'étend désormais au quartier aisé de la capitale, Santiago. Voilà pour les titres principaux de l'actualité de ce jeudi. On peut entrer dans le cœur de ce débat sur la politique fédérale avec deux invités ce matin. Et tout d'abord, Vincent Laborderie, politologue à l'UCLouvain. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. En face de vous, Maxime Binet, présentateur et journaliste sur LN24. Tout va bien, Maxime? Tout va très bien. Chaque fois avec vous sur ce plateau. Je ne vous ai pas posé la question, tout va bien aussi. Évidemment, il ne faut pas se sentir vexé. On peut entrer directement dans le cœur du débat et donc évidemment l'actualité politique. Avec les développements de ces derniers jours. Maxime, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est d'en savoir a priori un peu plus avec ce point presse de Paul Magnette sur les rendez-vous qu'il a déjà pu prendre et les discussions qu'il a déjà pu nouer. Oui, tout à fait. Un point presse attendu à 11h à la chambre de l'informateur royal. C'est la première fois qu'un président de parti est nommé informateur royal depuis les élections de mai dernier. Et ce qu'il faut savoir vraiment, c'est un peu les contours de sa mission, vers où il va. On sait qu'il a la volonté d'aller plus vers l'arc-en-ciel, cette coalition arc-en-ciel, c'est-à-dire avec les Verts, avec l'OpenVLD, avec les socialistes, peut-être élargi au CDNV, parce que l'arc-en-ciel, on le sait aussi, au Parlement fédéral, eh bien, c'est une courte majorité de 76 sièges, et surtout, eh bien, elle est minoritaire du côté flamand. Alors, est-ce qu'il va vraiment essayer de mettre en place cette majorité arc-en-ciel élargie au CDNV? C'est toute la question pour l'instant. Vincent Laborderie, est-ce que c'est possible, c'est réalisable comme mission? Ça a quand même l'air très compliqué, a priori, pour Paul Magnette. Oui, je pense que c'est très compliqué. Je ne pense pas que ce soit possible maintenant. Ce qui se passe, je crois que la nomination de Paul Magnette, elle est un peu, oui, comme ça, vouée à l'échec. À mon avis, ce que voulait faire le roi à la base, c'était prolonger et certains disent que c'est une punition, d'ailleurs. Oui, je vois ça, je n'irai pas jusque-là. Mais de creuser jusqu'au bout la piste PS-NVA, le temps qu'il y ait un nouveau président de parti au CDNV, le temps que les choses mûrissent un petit peu. Et ce qui s'est passé, c'est que Paul Magnette, par sa communication lundi, en tout début de semaine, a un peu cassé ça. Ça, en allant directement sur les plateaux télé, en Flandre, y compris, pour aller expliquer non, c'est pas possible avec la NVA. Ce qui n'est pas forcément le mode normal de faire pour enclencher des négociations fédérales où tout est compliqué. Mais c'est ça, parce que c'était le palais qui avait la main à ce moment-là, puisqu'il venait de recevoir les deux préformateurs royaux qui ont été déchargés de leur mission, à savoir Rudy Demotte qui était sur ce plateau ce matin et Geert Bourgeois, PS et NVA. Et c'était le roi finalement qui devait voir un petit peu, qui voulait prendre le temps, temporiser pour savoir où on devait aller au niveau des futures négociations et donner un peu le là des futures négociations. Et finalement, eh bien, Paul Magnette, en allant sur les différents plateaux télé, a été plus vite que la chanson. Oui, ça a été il a un peu grillé la politesse, là. Il y a aussi un peu un côté à le PS, depuis le début, depuis plus ou moins, ils ont toujours, c'est l'exclusif qu'ils avaient, la seule exclusive qu'ils avaient donnée, c'était avec la NVA.
c'est un peu le côté, vous avez voulu tester une coalition sans la NVA, vous appelez une coalition sans la NVA depuis des semaines, maintenant allez-y, essayez. Il y a un peu un côté ça, on dit en disant au PS, vous le réclamez depuis des plombes, maintenant il va falloir voir si c'est effectivement possible, quoi. Voilà, et je pense pas que ça sera possible à ce stade. Après, ça veut pas dire que la mission sera inutile. Peut-être qu'on va avancer dans cette voie, mais bon, il y aura pas un gouvernement dans les prochaines semaines, parce qu'à mon avis, les choses ne sont pas assez mûres du côté du CDNV et du VLD. Bon, on l'a dit, pour le CDNV, ils sont en pleine campagne électorale, et le VLD, il y a des dissensions internes. Donc, mais voilà, disons que la mission peut être utile. À mon avis, elle ne peut pas vraiment réussir tel qu'on l'entend traditionnellement. C'est aussi effectivement une des nouveautés dans l'actualité du jour, cette carte blanche publiée dans le Standard par le bourgmestre de Gand, OpenVLD, qui dit moi je considère qu'à un moment il faut aussi aller tenter cette majorité violet-verte, donc un arc-en-ciel, et donc sans la NVA, c'est la preuve qu'il y a un schisme à un moment, Maxime, au sein de l'OpenVLD. On peut le penser en tout cas, parce qu'on sait qu'il y a un renouvellement qui est en cours au sein de l'OpenVLD, même si l'élection aura lieu plutôt en printemps, donc c'est un peu plus long, il y a encore quelques mois. Il y a la volonté des têtes de proue du parti pour l'instant de ne pas aller dans un gouvernement sans la NVA. C'est ça, les leaders, ils restent collés à la NVA. Herman De Croo, le père d'Alexandre De Croo, actuel ministre fédéral, avait dit sur notre plateau que c'était avec la NVA ou alors l'OpenVLD était dans l'opposition. Donc ça aussi, c'est la ligne vraiment forte du parti, mais on le voit avec cette carte blanche publiée dans le Standard de Mathias De Clercq, qui est le petit-fils de Louis De Clercq, donc qui a un nom au sein de l'OpenVLD et qui gouverne, qui est à la tête de la ville de Gand avec une majorité, il me semble, assez proche de l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel en fait, c'est ça. Oui. Justement, et un profil un peu plus à gauche par rapport aux têtes de proue du parti, et c'est une manière aussi peut-être de se dégager. Peut-être qu'il sera candidat aussi, on ne sait pas, à la présidence de son parti. Sans la borderie, ça vous a étonné cette sortie de Mathias De Clercq? Oui, moment, quand même. On voit qu'il y a des courants différents en fait. Oui, c'est quand même étonnant, même si venant de Mathias De Clercq, c'est pas très surprenant. C'est pas très surprenant qu'il pense ça. C'est un peu surprenant qu'il le dise maintenant. C'est peut-être une bonne chose parce qu'au moins le débat est posé maintenant et pas au sein de l'OpenVLD. Voilà. Je pense que son opinion est aujourd'hui tout à fait minoritaire, mais ça a l'avantage d'ouvrir le débat, quoi. Et par rapport au fait que vous disiez le côté gauche, etc., je pense que c'est plutôt un positionnement vraiment pro-Belgique de sa part. Plus fédéraliste alors. Voilà, tout à fait fédéraliste, très clairement anti-nationaliste. Ça, c'est un discours qu'il a depuis des années. Et l'idée, la stratégie électorale derrière de l'OpenVLD, c'est de dire, mais de toute façon, les électeurs de droite qui sont peu ou pro-nationalistes, ils sont déjà passés à la NVA. Donc, on doit montrer que le système fédéral fonctionne et qu'on peut faire sans la NVA, et là on peut avoir une légitimité et une place dans le paysage politique flamand, et si on se colle à la NVA, on n'existe plus en fait. C'est une des choses qui a permis aussi également au débat d'hiver. Non, avant de passer, je voulais parler un petit peu du CDH. Avant ça, vous le disiez, c'est pour le moment un courant assez minoritaire, celui de Mathias De Clercq au sein de l'OpenVLD. Est-ce que quand même ces idées peuvent percoler petit à petit, et si on se rend compte qu'à un moment ça fonctionne vraiment pas avec la NVA, que l'idée peut être insidieuse dans la tête d'éventuellement d'autres responsables du parti? Oui, bien sûr, mais je pense que tout le monde a ça en tête. Il est clair que l'OpenVLD a une politique de communication qui est de dire non, c'est sans la NVA, mais je veux dire, c'est comme en 2010-2011 où le CDNV et le VLD disaient jamais sans la NVA, et finalement on l'a fait parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Il faut parfois du temps en politique pour que certaines alliances soient acceptées auprès des militants, auprès des ténors des partis politiques. Ici, peut-être qu'il n'est pas encore venu le temps pour vraiment négocier avec la NVA entre le Parti socialiste et les nationalistes flamands. Alors peut-être que cette solution d'aller voir du côté de l'arc-en-ciel pourrait permettre justement de gagner du temps et de faire accepter un moment en disant il y a urgence, il y a plusieurs dossiers, il y a le budget ok, mais il y a aussi le Brexit début d'année. Peut-être que ça permettrait à l'opinion publique de dire il y en a marre d'avoir un gouvernement en affaires courantes
dirigeante est surtout minoritaire et ça fait bientôt un an que la situation est comme celle que l'on connaît depuis décembre de l'année passée avec la démission du gouvernement de Charles Michel et le départ des ministres de la NVA. Et donc peut-être qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, eh bien, on pourrait revoir en fait des drapeaux belgiques sur les fenêtres d'un peu partout. Je me souviens lors de la crise importante des 541 jours, on voyait des drapeaux de la Belgique sur les fenêtres des maisons qui flottaient, qui étaient accrochés aux fenêtres des maisons. Et peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, on reconnaîtra ce sentiment d'urgence de devoir constituer un gouvernement fédéral pour gérer les affaires de l'État fédéral, puisqu'on est en affaires courantes. Et finalement, cette notion d'urgence n'est peut-être pas encore, ne se sent pas encore pour l'instant. Ouais, mais il y a un élément qui est intéressant qui est arrivé, je crois que c'était hier ou avant-hier, un sondage dans la presse flamande, disons d'une part que la majorité des Flamands disait que le système ne fonctionne pas, mais ça voilà, et il y a même une majorité qui n'est pas défavorable au retour aux urnes. Donc quand on en est là, ça veut dire que les gens en ont quand même assez et que il faut faire quelque chose, quoi. Soit, bon, je ne dis pas que ça va se faire dans les prochaines semaines, forcément, mais soit on fait un gouvernement, soit on retourne aux urnes. Voilà, je ne vois pas la chose traîner jusqu'à Pâques 2020. La possibilité, là, pour Paul Magnette, en allant explorer toutes les autres possibilités, c'est aussi peut-être une façon, comme Maxime le disait, de gagner du temps et histoire de faire entrer l'idée dans la tête éventuellement des militants socialistes qu'à un moment, il n'y a vraiment plus le choix et que la NVA, ce n'est pas ce qu'on avait choisi au début, mais à un moment, la raison d'État fait qu'il faut se mettre ensemble, il faut se mettre à table et il faut négocier. C'est aussi un moyen d'évacuer les autres alternatives, entre guillemets. Oui, ça peut être ça aussi, mais allez, honnêtement, le gouvernement PS-NVA, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que la seule question, c'est de savoir jusqu'où ils peuvent aller dans les négociations, chacun de leur côté. Quelle quantité d'eau ils peuvent mettre chacun dans leur vin. Voilà, pour aller loin et pour dire que c'est l'autre qui a rompu les négociations. La particularité de ce qui s'est passé en début de semaine avec Paul Magnette, c'est que lui, il a pris, comme on dit, le Valet Noir. Les orthopiques. Voilà, il a pris en disant mais nous on ne veut pas, donc voilà. Voilà, la seule question c'est la stratégie, mais après je crois. Et en fait c'est plus du côté de la NVA que du PS finalement. La NVA je trouve la joue plus finement en disant on est ouvert, etc. Mais sur le fond je pense vraiment pas qu'ils ont envie d'aller au fédéral. Je pense que c'est beaucoup plus confortable pour eux soit de laisser un gouvernement arc-en-ciel au fédéral, soit que la situation pourrisse complètement, que d'aller se mettre avec le PS et d'être en difficulté par rapport au Vlaams-Belang, évidemment. En termes de communication, la NVA a un peu le beau rôle pour le moment, puisqu'ils ont effectivement, ils se sont souvent déclarés dans la presse en disant on est prêt à se mettre à table avec le PS à condition de certaines que chacun mette de l'eau dans son vin, évidemment, mais ils étaient moins fermés sur l'exclusive que le Parti Socialiste. Là maintenant, le bâton de responsabilité, il est dans la main de Paul Magnette, et donc c'est lui qui porte aussi cette responsabilité. À la NVA, on peut plutôt se frotter les mains en disant on va voir comment ça va se dérouler, mais a priori, c'est plutôt positif pour eux. Oui, tout à fait. La NVA, en fait, a ce problème... Ils sont sur du velours. Hein. Pardon ? Ils sont sur du velours. Oui. Mais la NVA a un problème fondamental depuis des années, c'est entre ses électeurs modérés qui veulent des réformes socio-économiques de droite et la frange nationaliste. Donc, et c'est possible de les mettre en difficulté là-dessus. Mais pour les mettre en difficulté là-dessus, il faut montrer qu'ils sont irresponsables et qu'ils ne veulent pas aller au gouvernement. Et c'est pas ce que fait ni le PS ni les autres partis francophones d'ailleurs, à part le MR, parce que eux, ils partent du principe que plus on s'oppose à l'NVA et plus on est contre l'NVA, plus on gagne des points côté francophone. Donc on est dans cette logique-là qui fait qu'effectivement la NVA est sur du velours. Comme même maintenant au sein du MR, il y a cette logique-là qui s'installe, puisqu'il y a une sorte de veto maintenant concernant Theo Franken pour qu'il ne participe plus en fait aux négociations, en tout cas aux pourparlers qui a lieu pour l'instant. Et le MR qui au final est un peu, par contre, si on disait que la NVA avait le beau rôle, le MR est un peu perdu dans ce débat, parce que là, ils n'ont plus vraiment voix au chapitre. Bon, après, il y a aussi une élection présidentielle qui se prépare, et peut-être qu'ils reviendront sur le devant de l'actualité un peu plus tard, mais pour le moment, en tout cas, ils sont un peu écartés des débats. Oui, mais je pense pas que ça les gêne beaucoup en fait, parce que c'est pas un débat très valorisant et c'est pas forcément un débat où on a envie d'être visible. En fait, le MR aussi, il n'est pas dans le débat parce que c'est pas le parti qui pose problème. Le MR, il veut bien aller avec les NVA, il veut bien aller avec le PS. C'est un parti
sur l'échiquier politique francophone qui est le plus à droite, mais sur l'échiquier belge qui est finalement assez central. C'est centriste. C'est pas lui qui pose problème, quoi. De toute façon, je commençais à l'évoquer tout à l'heure, Maxime, c'est ce qui a aussi un petit peu rebattu les cartes, en tout cas, c'est quand Maxime Prévost, le président du CDH, ferme un peu moins la porte à cette cure d'opposition qu'il avait dit auquel il allait soumettre le CDH. Alors, il n'a toujours pas l'intention de monter dans un gouvernement, mais quand même, on se place un petit peu en disant, s'il faut soutenir, j'ai des députés à mettre à disposition. Il n'y en a pas beaucoup quand même au Parlement fédéral, ils sont 5 actuellement. C'est vrai qu'il a dit sur notre plateau qu'il était prêt à soutenir un gouvernement arc-en-ciel de l'extérieur. C'est une nouveauté, dans le message politique du CDH, de Maxime Prévost, mais il y a cette volonté aussi au sein du CDH de commencer ce renouveau, cette opération de renouveau à partir de janvier avec un important congrès qui aura lieu, qui sera organisé début janvier de l'année prochaine. Et donc, voilà, est-ce qu'on va un peu changer sa méthodologie, sa stratégie en termes de réorganisation du CDH, alors qu'on dit que c'est un chantier qui va durer 2 ans pour un peu retrouver les bases et revoir s'il faut orienter le centre politique plus à gauche, plus à droite du CDH. Donc voilà, il dit qu'il est prêt à soutenir un possible gouvernement de l'extérieur, mais en final, en disant ça, il ne se mouille pas beaucoup non plus, Maxime Prévost. Comment est-ce que vous voyez ça, cette sortie de Maxime Prévost? C'est de l'opportunisme politique, de se dire qu'à un moment, il y a peut-être quand même quelque chose à aller chercher. C'est la raison d'État qui se dit il faut mettre le parti au chevet de la Belgique s'il faut. C'est quoi pour vous Je pense que c'est une question de communication et de se présenter comme ça, effectivement, au secours de l'État belge, si jamais il y a besoin. Mais en fait, quand on regarde les différentes configurations, comme vous l'avez dit, le CDH a 5 députés et le CDH n'est jamais vraiment nécessaire. Sauf en cas d'arc-en-ciel où on aurait juste 76. Il y a un rôle à jouer quand même avec le CDNV pour essayer de séduire le CDNV concernant l'arc-en-ciel, pour augmenter en fait cette très courte majorité qu'est l'arc-en-ciel. 76 députés sur 150. Oui, mais 76 députés, c'est si le CDNV n'est pas là. Oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est pas arithmétique, c'est plus politique. Et ça met aussi un peu de pression sur les autres partis en disant voilà, le CDH à qui effectivement on pouvait reprocher d'être à l'extérieur se met là-dedans et dit il faut une solution. Donc évidemment tout le monde dit il faut une solution, mais eux peuvent être plus actifs évidemment. En fait, l'intérêt de quelque part séduire le CDH, c'est que par le CDH, on peut parler au CDNV et de lui dire au CDNV, en fait, aux têtes de proue des chrétiens flamands, que s'ils élargissent cette minorité flamande d'un possible arc-en-ciel au gouvernement fédéral, ça fera un peu plus passer la pilule du côté du nord du pays. Aussi avec une majorité un peu plus solide, quoi. Oui, mais alors, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, sans la NVA, le gouvernement est minoritaire côté flamand. La question, c'est plutôt de savoir est-ce qu'on fait un gouvernement avec 4 partis flamands, donc CDNV, VLD, Groen, la coalition des perdants, SPA. Alors là, on a une minorité, mais une minorité assez faible, qui est à peu près la même que sous Di Rupo il y a plus de 5 ans. Mais le problème, c'est qu'on est à 4, et donc 4 partis, c'est pas évident, quoi. 4 partis dans le même groupe linguistique, c'est pas évident. Et sinon, on a quelque chose de vraiment étriqué. Voilà, c'est clairement pas facile, c'est clairement des mauvaises solutions. Et puis dans cette optique-là aussi, vous le disiez, une majorité dans un groupe linguistique avec 4 partis, c'est déjà pas pratique. En plus, ça ouvre un boulevard d'opposition à la NVA et au Vlaams Belang qui pourront se donner un plaisir pendant toute une législature de jouer un rôle d'opposition, évidemment, mais ce sera pas très compliqué, quoi. Oui, non, ce sera pas compliqué, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut rappeler qu'en fait, l'expérience au Di Rupo, à la fin de la législature, tant le CDNV que le VLD avaient gagné un siège. Et donc, c'est un peu aussi la stratégie aussi de Mathias Declercq, de dire, bon, on se pose en garant de l'État, en garant des choses, en faisant à condition que les mesures socio-économiques soient suffisamment de centre-droit, on va dire. Mais il y a un positionnement politique à jouer là-dessus pour regagner des électeurs et rejeter finalement NVA Vlaams Belang dans l'irresponsabilité, quoi. C'est aussi une des difficultés de Paul Magnette, c'est de séduire aussi ces 4 partis flamands avec un programme de centre-droit alors qu'ils prônent des mesures de gauche.
Et on va continuer à en parler, on continue ce débat sur LN24, on continue encore un petit peu juste après la pause à parler des questions d'actualité. On se posera évidemment la question d'un nouveau scrutin. Va-t-on de nouveau être appelé aux urnes? En deuxième partie de l'émission, on ira un peu plus loin et on se posera une autre question. Est-ce la fin du modèle fédéral? À tout de suite. La deuxième partie de ce Pour Info consacrée au dernier développement de la politique fédérale. On en parle avec Vincent Laborderie, politologue à l'UC Louvain, et Maxime Binet, journaliste, présentateur sur LN24. On a un peu évoqué les derniers développements. Il y a un espèce de serpent de mer qui revient un petit peu tout le temps en disant les négociations n'avancent pas, on est dans une impasse. La seule possibilité, c'est d'être de nouveau appelé aux urnes. Vincent Laborderie, des nouvelles élections, d'après vous, c'est une vraie possibilité? Oui. Bien sûr, c'est une vraie possibilité. Moi, disons que là, quasiment le lendemain du résultat, vu le mécano qu'il fallait faire. C'était déjà votre pronostic? Pronostic. Oui, disons qu'en tout cas, c'était l'un des scénarios probables après un certain temps. Après, peut-être qu'il y a autre chose qui va arriver, mais ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a des coalitions qui pourraient se faire et qui ne se font pas à 2-3 sièges près. Et parfois, il y a des sièges qui se font à quelques centaines de voix. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça qui font que. Mais effectivement, on a quelque chose de très bloqué. La particularité en Belgique, c'est que faire de nouvelles élections, c'est comme si c'était un drame national et presque la fin de la Belgique. Il faut rappeler, en Espagne, ça fait depuis quelques années, ça fait 4 fois qu'ils votent. 4 fois en 4 ans. Ouais. Voilà, ça ne résout pas le problème, hein, mais je veux dire, c'est pas... C'est pas pour ça que le pays est tombé en ruine au lendemain de la deuxième élection, parce qu'ils avaient voté 2 fois en 2 ans. Quoi. Non, voilà, donc je veux dire, c'est pas forcément, c'est peut-être beaucoup moins grave pour la Belgique, pour sa santé économique et pour la stabilité du modèle, d'aller aux élections dans quelques mois plutôt que de rester en affaires courantes 541 jours. Hein. Effectivement. Voilà. Après, Maxime, c'est évidemment une chose qu'on a déjà évoquée sur ce plateau, mais le risque qui est souvent mis en avant avec un nouveau scrutin, avec de nouvelles élections, c'est de tendre et de favoriser le vote pour les partis extrêmes, avec un peu un phénomène de « on a voté il y a 6 mois ». Il n'y a pas grand-chose qui en est sorti, on va voter pour le vote contre, entre guillemets. C'est ce qui fait peur aux partis flamands. La première hypothèse, ça a été en tout cas révélé lors d'un sondage publié par Le Soir, c'est que l'extrême droite flamande, le Vlaams Belang, arrivait en tête des intentions de vote si on devait revoter. Et donc ça fait craindre, évidemment, ça fait peur aux différents ténors des partis politiques en Flandre et aussi au sud du pays, du côté francophone. C'est une donnée à... C'est parce qu'il y a un renouveau au sein du Vlaams Belang et donc il y a une volonté aussi d'essayer coûte que coûte de ne pas aller vers ce nouveau scrutin. Mais en même temps, ce scénario se précise. Puisqu'on voit que la piste avec les préformateurs, Rudy Demotte et Geert Bourgeois, cette piste-là, elle est tombée à l'eau et que finalement, Paul Magnette, nommé informateur, va privilégier l'arc-en-ciel. Alors, soit... Il y a 2 hypothèses. Soit, après, le Palais essaye de pousser les 2 plus grands partis de Belgique, à savoir la NVA et le Parti Socialiste, à tenter quand même de s'entendre, de négocier, au moins de négocier. Sinon, après cette mission d'information, peut-être encore une autre mission d'information, peut-être nommée autrement, peut-être tenue par un libéral flamand, il sera question peut-être que si il y a un nouvel échec, d'élections anticipées à partir du début de l'année. Et d'autant plus, comme on le disait tout à l'heure, que dans la presse flamande, il y a un sondage qui dit que la population en Flandre, en tout cas, n'est pas franchement opposée à un nouveau scrutin, et même plutôt favorable, quoi. Oui, pas favorable. En tout cas, voilà, c'est un peu une solution de dernier recours. Mais par rapport au sondage, c'est toujours le problème des sondages, c'est qu'il se fait avant la campagne électorale. Donc, si on fait la même campagne électorale, et ce ne sera pas la même campagne électorale. Mais non, on parlera peut-être réforme institutionnelle. Voilà, parce qu'il y a vraiment un problème là, c'est qu'en fait, les électeurs, tant côté francophone que côté flamand, n'ont pas voté sur les questions institutionnelles. On n'en a pas parlé, même pas en Flandre, parce que, en gros, tout le monde pensait qu'on allait avoir une Suédoise bis ou autre chose. Le thème numéro 1, c'était le socio-économique et le climat. Voilà. Et le succès du Vlaams Belang, c'est certainement pas parce que le Vlaams Belang est un parti indépendantiste. Hein. On peut chercher, mais en tout cas, c'est certainement pas ça. Et donc, c'est un peu... la campagne se ferait sur autre chose. Alors, on a raison de dire que ça serait peut-être un référendum, en tout cas au nord du pays, sur on continue le fédéralisme, on passe à autre chose.
Mais je ne suis pas persuadé que dans ce cas-là, si les électeurs réfléchissent en termes de ça, il n'est vraiment pas certain que Vlaams Belang et NVA fassent de tels scores, en fait. Après, le problème, c'est que on ne sait pas comment se déroule la campagne. Par rapport au succès de Vlaams Belang, il faut aussi voir que la dernière campagne... Ils se sont tournés un peu plus à gauche sur certaines thématiques. Voilà, mais surtout les autres partis n'ont pas du tout vu venir. Et donc ils sont pas arrivés en sous-marin sur Facebook, etc. On a été une grosse surprise avec leur score. Ils n'ont pas été vraiment attaqués dans les débats parce qu'on se disait, oui, ok, ils vont faire 12%, mais c'est ça, qui ne représente rien, c'est pas grave. C'est pas le problème, et là, ça sera autre chose. Alors après, est-ce que les partis flamands sont capables de répondre efficacement? C'est une autre question. Mais je veux dire, voilà, on aurait une campagne électorale qui ressemblerait absolument pas à la précédente. Dernière petite chose, avant de passer à notre deuxième thème de débat du jour, je vais vous soumettre à un exercice toujours un peu difficile, celui des prévisions de la politique fiction. À votre avis, Paul Magnette, il va dire quoi tout à l'heure à 11h? Là, il n'a pas encore beaucoup plus consulté, évidemment. Et donc, un point presse aussitôt, alors c'est une mission assez courte, Maxime l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'à un moment, il faut communiquer et occuper le terrain et montrer qu'on travaille, qu'on est là? Disons oui, moi je ne sais pas du tout ce qu'il va dire, mais ce qui m'interpelle beaucoup, c'est de faire un point presse si tôt. À 2 jours après avoir été chargé d'une mission. Voilà, donc et surtout que les consultations ont débuté hier. Ouais, donc c'est peut-être pour cadrer les choses, pour éventuellement dire, il ne faut pas attendre trop de ma mission, de fixer peut-être les objectifs de sa mission pour ne pas les fixer trop haut, pour que tout le monde ne soit pas déçu après. Voilà, je sens qu'il peut-être qu'il flaire un peu l'échec de sa mission. L'échec, ou en tout cas, comme je disais, la mission peut être utile, mais que finalement, voilà. Donc on verra. Je sais pas ce qu'il va dire, mais en tout cas, rien que le fait qu'il s'exprime si tôt, c'est problématique. C'est peu banal en fait. Non, c'est peu banal. Et a priori, effectivement, on peut aussi s'imaginer que comme il n'y a pas eu vraiment de conférence de presse, alors il a été directement sur les plateaux télé après l'annonce de l'échec du duo au moment où le roi suspendait sa décision. Après, il n'y a pas eu vraiment de communication. Les préformateurs, Geert Bourgeois et Rudy Demotte, n'ont pas donné de conférence de presse. Ils devaient en donner une, elle a été annulée. Et donc, c'est peut-être aussi l'occasion, c'est ça, de cadrer le débat, de dire voilà, ma mission, c'est ça, c'est vers cet objectif-là que je tends, etc. Et histoire de pouvoir un peu, justement, s'expliquer devant la population en disant j'ai été investi d'une mission, voilà en quoi elle consiste. Mais c'est vrai ça. En termes de communication politique, c'est étonnant parce que si on remonte il y a quelques jours, début de semaine, lorsque Paul Magnette a été désigné informateur royal, il n'a pas été formellement, en tout cas, auprès du palais. Il avait été au palais et cette annonce avait été justement annoncée en communiqué par le palais royal alors qu'il était déjà parti depuis quelques heures. Donc il n'est pas ressorti en temps avec l'étiquette d'informateur royal. Et là, après avoir commencé les consultations à 8 partis, auprès de 8 partis qui sont susceptibles de rentrer dans un prochain gouvernement fédéral, eh bien là, il annonce, à mon avis, sa méthodologie et en même temps, il ne pourra pas revenir sur ses précédentes déclarations qui ont été très fortes en disant qu'il ne voulait pas négocier avec la NVA, c'était impossible pour le Parti socialiste. Donc c'est un peu étonnant ce qui se passe là. Il s'est un petit peu fermé des portes lui-même au début. Voilà, je pense qu'il est plus ou moins relativement complet sur les questions d'actualité. Il y a autre chose dont je voulais vraiment parler aujourd'hui, c'est parce qu'on depuis les élections, ça fait bientôt 6 mois qu'on a voté, on entend c'est l'impasse, il n'y a rien qui fonctionne, c'est pas possible, on n'arrivera jamais à se mettre à table avec ces partis qui ont donné des exclusifs, qui ont dit qu'ils ne négocieraient pas ensemble. Vincent Laborderie, vous êtes entre autres spécialiste du fédéralisme à la Belge, justement. Est-ce que c'est la fin du modèle ? Est-ce qu'à un moment, il faut arrêter d'essayer, arrêter de chercher et se dire, tant pis, on est passé à autre chose et il faut aller plus loin dans le confédéralisme ? Mais est-ce qu'on a vraiment cherché ? Voilà, c'est un peu la question. Est-ce qu'on a vraiment cherché un modèle fédéral qui fonctionne ? Si on regarde un peu l'histoire de la Belgique, on est passé d'un modèle unitaire à un modèle fédéral avec 6 réformes de l'État successives. Les réformes de l'État sont toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'on enlève des compétences au fédéral pour le donner aux régions, aux communautés. Aux entités, oui. Avec toujours la même logique unidirectionnelle, on va dire, et avec très rarement le souci d'avoir quelque chose de cohérent et d'avoir quelque chose qui fonctionne.
voilà, avec des caractéristiques qui n'existent qu'en Belgique. Bon, c'est un terme un peu technique, mais la non-hiérarchie des normes, mais pour expliquer concrètement... c'est entre décrets, lois... Voilà. Et c'est qu'en fait, quand il y a un conflit entre deux régions ou entre régions et fédérales, il n'y a pas d'arbitre qui tranche à un moment. Et qui dit c'est cette réglementation-là qui prime sur l'autre. Voilà, et c'est cette décision qui doit être prise. Et ça, d'habitude, c'est le cas dans les autres États fédéraux. On n'a pas ça en Belgique. Pour plein de raisons, parce que, voilà, on ne va pas revenir sur ces raisons-là, mais c'est aussi ce qui fait que les choses bloquent et que sous la législature précédente, en particulier quand justement Paul Magnette était ministre-président wallon, on avait une opposition entre le fédéral et la Wallonie, etc. Et donc, moi, j'ai envie de dire, on pourrait passer à autre chose, mais l'autre chose... c'est pas une solution non plus. Non, le problème, c'est que, je reviens à ce sondage qui était intéressant, où la majorité des Flamands disent, bon, le modèle belge, ça marche pas, mais la seule option qu'on propose, c'est le confédéralisme. Mais c'est quoi le confédéralisme? Voilà, ça, déjà, on n'en sait pas. Mais avant de répondre à votre question, je veux dire, on pourrait proposer autre chose. Et ça, c'est le grand problème des fédéralistes, et en particulier francophones, en fait, parce que les partis francophones, il y en a, à ma connaissance, de dire vraiment, au-delà d'avoir des positions de principe sur l'unité de la Belgique, etc., de dire qu'est-ce qu'ils veulent changer dans le modèle fédéral pour que ça fonctionne. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y en a aucun qui s'exprime là-dessus. C'est plutôt, en gros, c'est soit le statu quo, soit le confédéralisme. Et c'est ça le grand problème dans lequel on est, parce que le confédéralisme, en soi, ça n'existe pas. C'est ce qu'on met derrière ce mot. Alors, la chose la plus correcte quand on parle de confédéralisme, c'est simplement de prendre le projet de la NVA qui, elle, a un projet tout à fait détaillé. Ils ont fait leur dossier qui fait 65 pages où ils détaillent vraiment ce qu'ils veulent. Mais c'est quelque chose qui ne marchera jamais. C'est quelque chose qui est inapplicable parce qu'ils ont une vision sur Bruxelles qui est bicommunautaire et qui est totalement inapplicable. Pour une raison très simple, c'est qu'à Bruxelles, vous avez 6 Bruxellois sur 10 aujourd'hui qui ne sont pas nés en Belgique. Okay. Donc vous allez demander à un Finlandais, à un Danois, à un Portugais ou à un Tchèque de décider s'il est flamand ou wallon. Enfin, c'est absurde. Voilà. Donc à la limite, on peut faire un confédéralisme à 3 et pas à 2. Mais alors là, est-ce que la Flandre le veut? C'est pas évident. Et même, c'est un système qui, si on le prend au sens strict de ce que veut faire la NVA, c'est un système qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a forcément besoin de se mettre d'accord au niveau fédéral et il y a forcément besoin d'un gouvernement fédéral qui soit légitime. Après, peut-être qu'on va faire quelque chose qu'on va appeler confédéralisme, qui en fait est une décentralisation, enfin encore des compétences qui passent aux entités fédérées de manière plus poussée. Parce qu'on dit que la Belgique est très avancée là-dessus, oui, mais il y a d'autres pays fédéraux dans le monde où on va plus loin. Le Canada, les États-Unis, la Suisse, les cantons en Suisse ont beaucoup plus de compétences que les régions en Belgique. Donc on peut toujours aller plus loin. La question, c'est de savoir est-ce qu'on a un système efficace. Et je veux dire, si on fait ça, si on va plus loin, on n'est que dans la continuité de tout ce qu'on a fait depuis des dizaines d'années en Belgique et les différentes réformes de l'État. C'est peut-être rapide. C'est-à-dire qu'on fait toujours cette logique-là, mais... Et si à un moment on ne change pas de logique... Voilà, on va forcément arriver toujours à des blocages. Alors ça, je vous donne mon opinion personnelle, c'est que plutôt que de changer est-ce qu'on met une compétence là ou là, ça serait plutôt de revoir l'architecture globale et de voir qu'est-ce qui, dans l'architecture globale, qu'est-ce qui, dans la machinerie globale, bloque et qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer. Mais là, au niveau des partis politiques, on est... C'est pas une intention qu'ils ont déjà exprimée. Non, et on est loin de cette réflexion. Enfin, il y a des gens qui pensent à ça, mais... Il y a l'OpenVED par exemple, au sein, il y a une partie de l'OpenVED qui voudrait refédéraliser certaines compétences, par exemple le climat, puisqu'on a, je pense, 4 ministres du climat en Belgique. C'est parfois compliqué, on le voit avec le plan interfédéral pour le climat et qui doit être rendu pour fin d'année, maximum le 31 décembre prochain. On voit qu'il y a des difficultés à s'entendre entre la Flandre, la Wallonie, Bruxelles et l'État fédéral. C'est parfois compliqué et il y a un comité de concertation qui normalement se réunit pratiquement chaque mercredi ou toutes les 2 semaines, mais le mercredi. Et on voit que ce comité de concertation, il ne marche pas vraiment. Donc c'est un comité de concertation entre entités fédérées, les régions et l'État fédéral. Et autant vous dire que le dialogue, il n'y est pas vraiment là. Que si le modèle ne fonctionne pas dans un petit comité de concertation, il n'y a pas vraiment de raison que transposer à l'échelle du pays, ça fonctionne. Vous disiez qu'il y a effectivement, c'est le cas dans le monde, d'autres États fédéraux. Est-ce qu'il y a des modèles dont on pourrait s'inspirer ou est-ce que c'est vraiment le genre de choses pour lequel un pays a tellement de spécificités que chaque pays doit construire son propre modèle? Chaque pays doit construire son propre modèle, mais ce n'est pas contradictoire. On peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs.
Après, voilà, on a parlé de la Suisse, mais bon, la Suisse, c'est un autre monde. Hein, je veux dire, la Suisse, il y a aussi le côté avec des communautés linguistiques différentes, etc. Ce qui n'est pas le cas peut-être des États-Unis ou du Canada, pour prendre d'autres États fédéraux. Le Canada, oui, avec le Québec. Mais la Suisse, c'est au niveau la manière dont fonctionne la démocratie, les institutions suisses, en Europe, c'est un peu extraterrestre. Hein. Voilà, vous avez les votations tous les ans, plus ou moins. Mais la Belgique aussi, hein, le système fédéral belge est compliqué. Oui, mais le cadre. Mais disons que la démocratie belge n'est pas exceptionnelle. C'est-à-dire les gens vont voter. C'est une démocratie représentative classique. En Suisse, vous avez, en gros, il y a trois pouvoirs. Vous avez le pouvoir direct du peuple par les différentes votations. Vous avez les cantons qui ont un gros pouvoir. Et puis après, il y a l'État fédéral. Et l'État où le président tourne, où voilà. il y a une question. Et là, des dernières élections, les écologistes ont fait une forte poussée et ils en sont à se demander, vu ce qu'ils ont fait une forte poussée, est-ce qu'ils intègrent le gouvernement ou pas? C'est un peu une espèce de cénacle comme ça, on discute. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des choses, mais c'est un modèle très très éloigné. On peut plutôt regarder vers des modèles de pays qui ne sont pas trop différents et qui fonctionnent comme l'Allemagne en fait. Moi je trouve qu'il y a peut-être des choses à s'inspirer en Allemagne. Où il y a aussi, c'est ça, des Länder avec une certaine autonomie et avec des compétences. Voilà. Et là avec une hiérarchie des normes, quand il y a un conflit, à la fin c'est l'État fédéral qui arrive à gérer et aussi un système il n'y a pas eu de réforme de l'État parce que pas d'ampleur, mais il y a une certaine fluidité sur les compétences qui sont des compétences concurrentes où en fait il est dit que l'État fédéral, disons que c'est une chose qui est partagée officiellement entre le fédéral et les entités fédérées, ce qui n'a pas en Belgique. On a partagé les choses, mais on n'arrive jamais à partager de manière cohérente. On dit toujours ça de cohérente, mais il y a toujours quelque chose, une brique qui devrait être quelque part ou ailleurs, selon la perspective qu'on a. C'est peut-être intéressant de constater, cette fois-ci, que ce sont vraiment d'abord les gouvernements des entités fédérées qui ont été constitués, c'était la priorité des partis politiques, et puis maintenant seulement on s'occupe du gouvernement fédéral, de l'État fédéral. On peut se dire que finalement le centre de gravité, avec la 6e réforme de l'État, le centre de gravité de la Belgique a quelque peu changé, s'est déplacé encore plus vers les entités fédérées. Et il y avait aussi, pour illustrer cette théorie-là, le fait que de nombreux ténors en Flandre essentiellement, mais en Wallonie aussi, se sont presque précipités sur des places au gouvernement flamand. Plutôt, on pense à Waterbeek, par exemple, qui était ministre fédéral, président du CDNV, qui a abandonné toutes ses casquettes pour aller au gouvernement flamand. C'est un schéma qu'on n'avait pas forcément vu les années précédentes. Les entités fédérées n'avaient pas toujours la préséance des hommes politiques. Oui, alors là, il y a une différence entre la Flandre et le côté francophone. Hein. C'est-à-dire que côté francophone, en termes médiatiques, on est toujours très attaché à l'État fédéral. Toujours adhérent à l'État fédéral. Voilà. Pour parler simplement. Ouais. En Flandre, ça s'est passé. C'est passé. C'est-à-dire qu'en Flandre, on regarde autant... en côté francophone, en fait, la population vote par rapport au gouvernement fédéral, globalement. Alors qu'en Flandre, c'est très partagé. Et après, ce que vous disiez, c'est pas forcément le centre de gravité, c'est que c'est forcément plus facile de faire des majorités au niveau régional qu'au niveau fédéral. Et alors après, la stratégie des ministres, oui, c'est une stratégie aussi personnelle, c'est que rester ministre en affaires courantes pendant X années, avec peut-être, dans le cas du CDNV, le parti qui se fait exclure, en termes de carrière personnelle, c'est pas tactiquement, c'est pas super bien joué. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'on n'hésite plus maintenant à faire des coalitions asymétriques aussi, entre l'État fédéral et les entités fédérées. Ouais. Et je reviens juste là-dessus, c'est ce qui fait que le comité de concertation ne fonctionne pas. Ah oui, c'est-à-dire sur que plusieurs dossiers, c'est clair. Cette idée des majorités miroirs, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu avoir, mais qu'on n'a plus. La dernière fois, c'était avec Verhofstadt, Arc-en-Ciel, voilà, donc ça fait un petit temps. Peut-être que l'histoire se répète d'ailleurs. Oui, mais pas partout justement, parce qu'il n'y aura pas d'arc-en-ciel partout. Ouais. Et le comité de concertation, fondamentalement, avec des acteurs politiques qui chacun cherche son intérêt, si on n'a pas des coalitions miroirs, ça ne peut pas fonctionner. Une dernière pause rapide dans ce Pour Info. Juste après, on revient pour la dernière partie de cette émission consacrée, je vous le rappelle, au dernier développement de la politique fédérale. À tout de suite. Restez bien en notre compagnie.
Les 10 dernières minutes de ce Pour Info consacré à la politique fédérale. On le disait juste avant la pause, une chose symptomatique vraiment du fait que là ça ne marche pas et qu'il y a peut-être un peu un désintérêt, un déséquilibre entre l'État fédéral et les entités fédérées, c'est que maintenant on n'a plus peur de constituer des majorités qui ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre, qui ne sont pas les mêmes dans les entités fédérées et au niveau de l'État fédéral. Qu'est-ce que ça dit, au fond, du modèle fédéral, justement, qu'il évolue un peu plus ? Mais c'est l'essence du fédéralisme. C'est-à-dire que si c'est pour faire les mêmes majorités partout, c'est pas la peine de faire du fédéralisme. C'est pas la peine de se diviser. Donc c'est le fait qu'il y ait des majorités différentes dans les différentes entités, c'est quelque chose qui existe dans tous les États fédéraux dans le monde, et c'est pas un problème en soi. Et ça devient effectivement un problème parce que, à mon sens, l'architecture belge a été pas tout à fait bien conçue pour supporter ça. Mais après, je pense qu'il faut distinguer la discussion qu'on peut avoir sur fédéralisme-confédéralisme et le problème qui nous occupait avant, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir former de gouvernement fédéral. Et en fait, de dire, voilà, la solution du problème actuel, c'est le confédéralisme, je pense que c'est une réponse institutionnelle à un problème politique. Le problème, il est politique, c'est-à-dire qu'on a des partis qui sont élus et qui ont des sièges et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais si on fait une réforme de type confédéral, sauf si on va jusqu'au modèle de l'NVA où il n'y a plus d'élection fédérale, mais si on fait une 7e réforme de l'État avec encore plus aux régions, on peut très bien se retrouver 5 ans plus tard avec la même chose et puis on n'arrive toujours pas à former un gouvernement fédéral. Donc c'est pas le problème. Si on veut vraiment résoudre ça, je pense qu'il faut s'attaquer aussi à la loi électorale, peut-être introduire une dose de majoritaire, ou alors retisser le lien avec les citoyens pour faire en sorte qu'ils votent moins pour les extrêmes, avec des votes populaires, de la participation, des choses comme ça. Des choses qui sont complexes à mettre en place, qui mettent du temps. Mais allez, fondamentalement, de faire une 7e réforme de l'État, ça ne résoudra rien, sauf le fait de faire, cette fois, un gouvernement avec la NVA et que la NVA vienne. Mais on peut avoir la même chose la fois suivante, quoi. Et ça, c'est juste repousser le problème. Faire une 7e réforme de l'État et aller un peu plus loin, a priori, ce n'est pas une solution. Une des idées qui avait été évoquée à un moment aussi, c'est changer le mode de scrutin et passer à un scrutin à 2 tours. Ça, d'après vous, ça peut fonctionner ou c'est trop loin de la conception belge ? Non, ça peut très bien fonctionner. Après, quand je parlais de l'Allemagne tout à l'heure, l'Allemagne a un système intéressant, c'est un système mixte, où il y a une partie des députés qui sont élus proportionnels, une partie à la majoritaire. Et on peut très bien imaginer en Belgique d'avoir une dose de majoritaire qui peut même être minime, mais qui permettrait de mieux équilibrer les choses, parce que le problème de proportionnel, c'est que ça donne une bonne représentation aux partis extrémistes, alors qu'aux majoritaires, ils se font battre au 2e tour, en fait. Si on a un scrutin majoritaire, il y a 0 député Vlaams-Belang, 0 député PTB. Voilà. Il y a peut-être beaucoup de députés NVA, mais voilà, au moins après, ils ont une majorité qui est tellement large qu'on peut faire quelque chose. Donc, il y a ce problème-là de la proportionnelle intégrale en Belgique. Et donc, voilà, on pourrait imaginer quelque chose comme ça. Un peu comme on voit en France avec l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça, mais alors moi, je pense pas qu'on pourrait passer directement au système français parce qu'effectivement, l'aspect proportionnel est vraiment bien ancré en Belgique, mais on pourrait avoir une partie, moi je sais pas, 20% des députés qui sont élus au majoritaire, avec un 2e tour qui élit ces 20% des députés. Et l'avantage aussi, c'est que l'avantage du 2e tour, c'est que on a le 1er tour avant, donc on sait pourquoi on vote aussi, on sait où on va. Et là, je reviens là-dessus sur le vote Vlaams-Belang, où même les gens qui votaient Vlaams-Belang pensaient pas que le Vlaams-Belang ferait un tel score. Alors, quand on a un 1er tour avec un parti comme ça qui fait un tel score, les autres partis se mobilisent. Éventuellement, les électeurs qui étaient indécis ou quoi se mobilisent aussi pour faire barrage. Enfin voilà, on a une décision qui est aussi un peu plus éclairée. Et il y a une logique de vote qui n'est pas la même à ce moment-là. Voilà. Et moi, je me souviens, c'était il y a quelques jours, c'est Servé Vastraten du CDNV qui disait bon, c'est très simple, vous regardez la Chambre, en fait, il faut enlever tous les députés Vlaams-Belang et tous les députés PTB parce que de toute façon, ils ne feront jamais partie d'un gouvernement. Il vous reste un nombre de députés qui n'est pas énorme, et parmi ce nombre de députés-là, il faut en trouver, il disait 80, parce que bon, on va... Et donc, les options sont très très limitées. Donc, si vous changez la loi électorale, vous avez, encore une fois, pas aller jusqu'à la France, parce que c'est trop fort, et on n'aurait plus de représentation de certains partis. Il faut que tout le monde soit représenté. Mais après, ça ne facilite pas les choses, ça c'est clair. Il reste quoi alors comme solution dans les solutions, dans les principes intellectuels, en tout cas si c'est pas de changer de système fédéral, pas de changer le système de scrutin, il y a d'autres leviers sur lesquels éventuellement on peut réfléchir, on peut jouer?
On peut réfléchir sur beaucoup de choses, mais il y a aussi un autre aspect, c'est la démocratie participative, donc de revenir vers les citoyens, etc., qui est quelque chose... La Belgique, là-dessus, est très paradoxale, parce qu'on a des expérimentations qui sont très poussées. On a eu le G1000 il y a quelques années, et puis même là, les nouveaux parlements, en particulier le Parlement bruxellois, met ça en place. Mais par contre, au niveau officiel, on reste dans une logique totalement représentative, où c'est les représentants du peuple qui sont élus qui font 100% des choses, et alors que d'autres pays, la Suisse est un cas extrême, mais par exemple en France il y a les référendums, dans d'autres pays il y a des consultations. On a vu ce que ça a donné un référendum en Belgique, hein, donc. Oui, mais justement, je veux dire, on n'est plus en 1950, on n'est plus 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, on ne parle pas du roi, on pourrait faire des votes sur des choses. Ce qui est intéressant en Suisse, c'est que c'est des choses très 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 concrètes. C'est vraiment des choses du quotidien. Voilà, ça peut être des choses du quotidien, et puis ça peut être aussi des choses un peu fondamentales sur l'avenir de la Belgique, etc. Et puis parce que par exemple la NVA, c'est très bien que si on fait un référendum demain sur l'indépendance de la Flandre ou même sur le confédéralisme, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné, mais en même temps on a vu que le Brexit, il a été acté en Grande-Bretagne, hein, et ça c'était pas acté non plus. Non. Après, l'expérience du Brexit ne poussera peut-être pas les citoyens flammands à se dire on va jouer la même chose. Quoi. Peut-être un avant et un après Brexit, en effet. Voilà, ça fait très peur. De toute façon. Je trouve toujours la question intéressante avec les professeurs d'université comme vous sur le plateau. Est-ce que c'est un cas d'école et au final un avantage presque de travailler sur ce genre de questions pour vous, des étudiants, parce qu'évidemment, sur le modèle fédéral belge, il y a plein de choses à dire. Oui. Et donc, c'est un avantage. Oui, il y a plein de malgré toutes ces complications. Oui, mais c'est-à-dire justement, ce qui se passe aujourd'hui, ça montre, à mon sens, ça montre un système qui ne fonctionne pas bien. Et c'est intéressant d'étudier en direct ce qui ne fonctionne pas de manière précise, quoi. C'est pour ça que je vous disais que pour moi, le confédéralisme ou même une 7e réforme de l'État n'est pas la solution, parce que c'est pas ça qui cloche finalement, fondamentalement. Mais oui, c'est intéressant. Et donc, alors l'idée, si on pouvait lancer un espèce de conseil, c'est qu'il faut plus que d'aller vers plus de confédéralisme, plus que de changer les concepts, il faut changer vraiment l'architecture totale et tout repenser à ce moment-là. Oui, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, si on reste dans l'institutionnel, de effectivement changer l'architecture. Il y avait un article il y a quelques années parce qu'on en parle beaucoup, de dire qu'on est déjà dans le confédéralisme. Mais effectivement, on est dans un système fédéral qui a des traits confédéraux. C'était Vincent de Corbiter qui avait fait un article là-dessus il y a des années. Et un des traits confédéraux, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie des normes et qu'il n'y ait pas d'arbitre suprême. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui. Donc, de voir comment est-ce qu'on peut éventuellement remettre en cause ça, en sachant qu'on a les Flamands qui ne sont pas forcément d'accord, qu'on a les francophones qui ne sont pas forcément d'accord non plus. Mais, je dirais, peut-être que parler du climat, peut-être qu'au lieu de refédéraliser, parce que ça c'est très lourd, mais on pourrait dire que pour certaines matières très précises, dont on décide qu'il y a un intérêt national et que ça n'a pas de sens de faire chacun de son côté, eh bien là il y a un arbitre. Voilà. Pas sûr que la pilule passe auprès des politiques, y compris côté francophone. Hein. Oui, tout à fait. Non, c'est clair. L'idée, c'est marrant, ça veut dire que au final, il faut vraiment aller vers un espèce de système politique au cas par cas, presque, avec pour certaines matières, on fonctionne comme ça, pour certaines matières, on fonctionne comme ça, et avec donc une je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais une structure déstructurée au final, et un État belgique qui au final est un peu plus qu'une coquille. Oui, bien sûr, mais quelque chose qui est en théorie plus complexe, parce que vous auriez des catégories comme ça qui sont plus complexes, mais complexes en théorie, mais qui en pratique fluidifient les choses, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un système qui est tout à fait facile à comprendre, mais qui ne fonctionne pas. Là, aujourd'hui, on ne comprend pas non plus, mais... donc... On a du mal. Franchement, alors qu'on suit l'actualité politique quotidiennement, on a du mal. Ouais. Et je me rappelle, pour rebondir sur la difficulté, en fait, et le cas d'école qu'est la Belgique, sur des dossiers où la Belgique qui a été au devant de la scène internationale et que c'était de la politique, on se souvient pour le CETA, aussi pour le FIPRONI à l'époque, et que les journalistes qui étaient présents belges et qui devaient expliquer un peu le système politique à des journalistes français, néerlandais ou anglais, franchement, on n'y arrivait pas, quoi. On n'y arrivait pas. Il fallait des heures et des heures et c'était compliqué, quoi. Donc, voilà, en fait, la Belgique, l'État fédéral belge, c'est l'un des plus compliqués au monde, en fait. Vraiment. C'est pour ça aussi que c'est passionnant de l'expliquer. Mais il y a toujours
la réflexion classique qui dit que si vous avez compris l'État fédéral belge, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Ça, c'est pas faux. Ça. Merci beaucoup, en tout cas, Vincent Laborderie, Maxime Binet, d'avoir été avec nous pour cette émission consacrée au dernier développement de la politique belge. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment Mickaël Denutz pour une nouvelle édition de la matinale demain. Moi, je vous retrouve mardi matin. En attendant, l'information continue sur LN24. Je vous rappelle également l'une des informations politiques importantes de la journée, un rendez-vous politique important de la journée. Le point presse donné par l'informateur Paul Magnette à 11h. Le seul endroit pour tout savoir sur ce que Paul Magnette aura raconté, c'est ici sur LN24. Passez une excellente journée.